Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Aucun survivant dans le crash d'un A320 au-dessus des Alpes françaises. 150 passagers étaient à bord de cet avion reliant Barcelone à Düsseldorf. Nous serons en ligne avec Jean-Yves Roux, sénateur socialiste des Alpes de Haute-Provence, qui se trouve sur les lieux de l'accident. Élections départementales, les tractations d'entre-deux tours s'intensifient. Le dépôt des listes est clos depuis 16 heures. Nous ferons le point sur les duels et les triangulaires à venir, mais aussi sur les candidats de gauche comme de droite qui se sont désistés pour faire barrage au Front National. Et puis dans notre débat, nous reviendrons sur le ton qui monte entre Manuel Valls et Nicolas Sarkozy, le président de l'UMP qui est venu aujourd'hui au Sénat et qui ne démord pas du nini. Il refuse de recevoir des leçons de morale de la part du Premier ministre. 150 personnes sont mortes dans l'accident d'un Airbus de la Germanwings, une filiale low cost de la compagnie allemande Lufthansa. L'avion s'est écrasé dans une zone très difficile d'accès du sud des Alpes. C'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière que la France ait jamais connue depuis 30 ans. Julie Hulin. Il est 10h53. Un A320 disparaît des écrans radars alors qu'il survole la région de Barcelonnette après une chute de 8 minutes et aucun appel de détresse. À son bord, 150 passagers. Un accident terrible vient de se produire sur le territoire français. Un avion qui allait de Barcelone à Düsseldorf s'est écrasé dans des circonstances qui ne sont pas encore, au moment où je parle, éclaircies. L'avion de la compagnie Germanwings s'est écrasé dans la vallée de la Blanche, sur le massif de l'Estro, à 1500 mètres d'altitude, loin de tout village. Un choc très violent qui a laissé des débris sur plusieurs hectares. À ce stade, aucune hypothèse ne peut être bien sûr écartée. Face à ce type de catastrophe rare sur notre sol, rare en Europe, tout sera fait évidemment pour comprendre les circonstances de ce drame. Sur place, 9 hélicoptères et plusieurs centaines de gendarmes sont mobilisés pendant que le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve fait son arrivée. Le roi Felipe VI d'Espagne a lui annulé la visite d'État qu'il venait d'entamer en France. De son côté, Angela Merkel s'est dite bouleversée et a annulé tous ses rendez-vous. Aujourd'hui, c'est d'abord l'ampleur de la souffrance causée à tant de personnes par cette catastrophe qui m'interpelle. Toutes mes pensées et mes condoléances, ainsi que celles du gouvernement, vont aux personnes, parmi lesquelles de nombreux compatriotes, qui ont si subitement perdu la vie. La chancelière allemande et le Premier ministre espagnol se rendront dès demain sur les lieux du sinistre. Ce soir, si les conditions météo difficiles rendent les secours compliqués dans une zone totalement inaccessible à pied, une des boîtes noires de l'appareil aurait déjà été retrouvée. Et parmi les victimes, au moins 45 passagers espagnols et 67 allemands. Outre-Rhin, l'émotion est forte. Vous venez de l'entendre, une boîte noire a été retrouvée et permettra peut-être d'en savoir plus sur l'origine de cet accident. Au cœur de l'enquête qui s'annonce difficile, Germanwings, la filiale low cost de Lufthansa. Agathe Pécastin. C'est une filiale low cost de Lufthansa, la première compagnie européenne en nombre de passagers. Fondée en 2002, Germanwings est une entreprise jeune mais possédant une flotte plus ancienne. 76 appareils, principalement des Airbus A320 et A319. En janvier dernier, la compagnie récupère certains avions de sa maison mère. Des modèles qui ont longtemps volé pour Lufthansa, désormais mis aux couleurs de Germanwings. L'avion qui s'est écrasé ce matin affichait au compteur 24 ans de service. Pour la direction, l'âge de l'avion n'a rien à voir avec cet incident. Les normes d'entretien appliquées au sein du groupe Lufthansa sont reconnues mondialement et sont très élevées. Du moment que vous avez un programme d'entretien en place et suivez toutes les procédures avec le constructeur, l'âge d'un avion ne pose pas de problème. Le dernier contrôle de routine fut effectué hier à l'aéroport de Düsseldorf. L'enquête en cours devra déterminer les causes de l'accident. Et au Sénat, une minute de silence a été observée dans l'hémicycle à la mémoire des personnes décédées dans cet accident d'avion. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Yves Roux, sénateur socialiste des Alpes de Haute-Provence. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, quelles sont les dernières informations dont vous disposez ce soir? Écoutez, tout d'abord, je voudrais adresser mes sincères condoléances au peuple allemand, mais aussi espagnol, par rapport à ce crash
qu'il y a eu sur le territoire national et sur les Alpes de Haute-Provence. Aujourd'hui, une enquête est en train pour savoir un peu les conséquences de cet accident. Et donc aujourd'hui, nous sommes tous en deuil, que ce soit les Français, les Espagnols ou les Allemands. Et je pense que c'est la première chose qu'il faut penser avant de savoir vraiment d'où c'est venu. Aujourd'hui, il y a une enquête. Je pense que dans les prochains jours, nous allons avoir sûrement les conséquences et surtout savoir comment cela est arrivé. Est-ce que vous êtes rendu sur place cet après-midi ? Non, on ne peut pas se rendre sur place parce que c'est un endroit où on ne peut pas y aller, à pied. Donc il faut être héliporté et donc il y a uniquement la gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers qui mènent l'enquête et on ne peut pas se rendre sur place comme ça, il faut être héliporté par hélicoptère. Vous le disiez, l'enquête se poursuit. Est-ce que les secours ont abandonné toute intention de retrouver encore des survivants de cette catastrophe ? Écoutez, là je ne peux pas vous le dire, aujourd'hui les secours sont encore sur place à cette heure-ci. Il est 19h05, donc je pense que c'est vrai que malheureusement, il risque de ne pas d'avoir de survivants. Et donc là, je pense que les secours avec la gendarmerie doivent en train de constater malheureusement ce désastre. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les lieux de cet accident entre Barcelonnette et Digne-les-Bains? On sait que c'est une zone très difficile d'accès, très escarpée. C'est peut-être aussi ce paysage qui a pu causer un tel accident? Écoutez, le paysage, je pense que c'est pas la première fois qu'il passe des avions, des A320 dans cette zone-là. Il y a dû avoir un petit souci, comme on dit, parce que aujourd'hui les pilotes sont vraiment des pilotes chevronnés et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, donc on attend d'avoir l'enquête. C'est vrai que le terrain est très escarpé, mais bon, avec une lumière qui est assez importante au niveau du paysage, parce que c'est assez éclairé. Et donc aujourd'hui, je ne pourrais pas m'engager dans les conséquences de cet accident. Est-ce que vous savez s'il y a des victimes françaises, Jean-Yves Roux ? Non, écoutez, jusqu'à présent, l'enquête doit être en cours parce qu'on sait qu'il y a des Espagnols et des Allemands. Et après, je n'ai pas eu de retour d'autres victimes, d'autres peuples français. Quelles sont les conditions météorologiques sur place? On sait que les recherches vont être certainement compliquées par la météo qui s'annonce aussi. Oui, là, il est en train de pleuvoir un peu. Donc, il doit neiger en altitude, je pense. J'espère que cela ne va pas causer des problèmes pour les recherches des personnes, mais aussi pour que l'enquête puisse aboutir rapidement. On doit essayer d'aller très rapidement dans ce contexte-là par rapport aux familles qui ont été touchées. Merci beaucoup Jean-Yves Roux d'avoir été en direct par téléphone avec nous dans cette édition. Et conséquence de cette catastrophe aérienne, le Premier ministre a décidé de suspendre pour 24 heures son engagement dans la campagne des départementales. Il entend superviser les travaux de la cellule de crise. Pourtant, depuis 16 heures cet après-midi, le dépôt des candidatures est clos pour le second tour. On va faire tout de suite un point sur les duels et les triangulaires à venir avec Flora Sauvage. Rien n'est joué. Dimanche prochain, la bataille s'annonce serrée. C'est la surprise du premier tour des départementales. Il y a plus de triangulaires que prévu. Au total, au second tour, il y aura 328 triangulaires et 1577 duels. Le Front National sera présent dans 298 triangulaires et une quadrangulaire. Il affrontera la gauche dans 284 cantons et la droite dans 532 cantons. Si le FN a choisi de se maintenir au second tour, ce n'est pas forcément le cas des autres formations politiques. Au PS, la consigne a été donnée de se désister pour contrer les candidats frontistes. Dans le département de l'Aisne, où le Front National est arrivé en tête dans tous les cantons, 2 triangulaires vont avoir lieu. À l'UMP, la consigne nationale du ni-ni n'a pas forcément été respectée par les candidats locaux. Dans le Gard, où le FN est arrivé largement en tête avec plus de 35% des voix, le sénateur-maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, appelle à voter en faveur du candidat de gauche lors des 7 duels qui vont opposer la gauche et le FN. Dimanche soir, les résultats des élections diront si les stratégies adoptées par les états-majors des partis auront été payantes. Nicolas Sarkozy, conforté par les résultats du premier tour, entend poursuivre la mobilisation dans son propre camp. Le président de l'UMP a rendu visite aux sénateurs de son groupe ce matin. Pas question de faire de cadeaux au PS dans cette campagne, même si la stratégie du Nini n'est pas suivie à la lettre dans tous les cantons. Jérôme Rabier.
Féliciter les élus du premier tour, encourager ceux en lice au second et surtout maintenir la pression pour transformer l'essai de dimanche dernier en termes de départements récupérés à la gauche. Entre 20 et 30 départements supplémentaires sont espérés par Nicolas Sarkozy et le message du patron de l'UMP est clair, la stratégie du rassemblement est la bonne. C'est un message de rassemblement, nous sommes entre deux tours d'une élection et c'est un rassemblement qui est souhaité par tous. Et vous l'avez vécu là, voilà. Nicolas Sarkozy a insisté sur la lutte contre le Front National et a rappelé la stratégie du Nini arrêté en bureau politique de l'UMP. Mais au groupe du Sénat, les considérations locales pèsent plus que les consignes nationales. Le président du Sénat, Gérard Larcher, lui-même a dit ce matin qu'il pourrait voter pour le candidat socialiste dans un duel FNPS. Proche de l'emporter dans les départements du Nord, Jean-René Le Serre l'a même dit à Nicolas Sarkozy. Je lui ai dit, moi, le Nini, c'est pas mon truc. Et puis, c'est moi qui gagnerai ou qui perdrai le département. Et il m'a dit, on te fait confiance, tu fais pour le mieux, quoi. Donc, la consigne du Nini s'applique normalement en cas de non-qualification d'un binôme, mais certains vont même plus loin en retirant des binômes qualifiés en troisième position. C'est le cas dans 2 cantons de la Somme. Le président de l'UMP, il n'est pas rigide, c'est un pragmatique. Voilà, il sait bien qu'il y a des situations locales dont il faut savoir tenir compte. Quand on est dans une situation où il y a 7 cantons où les socialistes s'en vont et nous on dirait non, finalement on reste, démerdez-vous, ça me paraît pas très raisonnable. Sur le plan national, pas question pour Nicolas Sarkozy de varier d'un iota sur la stratégie du Nini. Mais aucune sanction n'est prévue pour ceux qui se démarqueraient de la ligne officielle du parti. Et au groupe PS du Sénat, on encaisse la défaite. Les résultats sont mauvais pour les sénateurs de la majorité, dont certains ont été éliminés dès le premier tour. Pauline Dam. Après les résultats de dimanche soir, la gauche accuse le coup. Ce matin au Sénat, principal mot d'ordre, l'union. Pour Luc Carvounas, il faut avant tout tirer les leçons du premier scrutin. Je suis heureux, par exemple, que dans mon département, le Val-de-Marne, c'est toute la gauche qui se rassemble et elle doit faire campagne parce que je n'ai pas oublié que parce que nous étions justement divisés en Val-de-Marne avant le premier tour, la gauche a été disqualifiée dans 5 cantons sur 25 dès le premier tour. Donc il faut que l'on prenne cela comme un enseignement utile, malheureux mais utile. Rester combatif. Face à la possibilité d'un basculement de son département à droite, Didier Guillaume appelle à faire barrage au Front National. Lorsqu'il y a le choix entre la gauche et l'extrême droite, ou entre la droite et l'extrême droite, les choses vont être claires. Moi, j'ai appelé dans mon département à voter explicitement pour les 5 candidats UMP-UDI qui étaient face à du Front National au deuxième tour. Vous êtes confiant pour votre département ? On verra, je ne fais pas de pronostic, on verra. On fait tout pour gagner. Les sénateurs semblent en tout cas vouloir garder la tête haute. Au groupe socialiste, ils sont 10 à se représenter à la tête du département, avec pour beaucoup d'entre eux, la crainte de voir leur fief basculer. C'est le cas d'Yves Daudigny, président sortant de l'Aisne. Arrivé 3e dans son canton, le sénateur a préféré se désister avant le second tour. Je souhaite que les conditions soient les meilleures pour que les candidats du Front National ne soient pas élus dimanche. C'est une évidence. Mais nous sommes aussi dans le département d'un leader UMP qui est champion du Nini. Désistement républicain. À l'UMP, c'est la stratégie du Nini qui a été réaffirmée. Gérard Larcher, le président du Sénat, a rencontré Jean-Marie Le Guen, ministre des Relations avec le Parlement, pour défendre sa réforme de l'institution. Le président du Sénat souhaite en effet organiser les séances de questions d'actualité le mardi après-midi, après celle de l'Assemblée nationale, pour améliorer la visibilité du travail des sénateurs. On écoute la réponse du gouvernement au micro de Sandra Cerquera. Nous allons en discuter. C'est bien logique que les deux assemblées cherchent à faire valoir le travail de contrôle et en même temps il faut que le gouvernement puisse travailler aussi de façon sereine. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré aux stratégies de cet entre-deux-tours avec nos invités ce soir, 2 sénateurs. François Patria, bonsoir. Un sénateur socialiste de la Côte d'Or, merci d'être avec nous. Face à vous, Éric Doligé, bonsoir. Sénateur UMP du Loiret, merci d'être avec nous. Un mot peut-être, François Patria, pour commencer. Manuel Valls a décidé de suspendre pour 24 heures la campagne de ces élections départementales pour superviser la cellule de crise après le crash de cette A320. Quelle est votre réaction? C'est un geste fort. C'est un geste à la fois humanitaire, un geste de solidarité et un geste de respect.
vis-à-vis de toutes les victimes de ce crash terrible qui arrive après d'autres événements dramatiques dans notre pays. Il s'agit de ressortissants de pays européens autour de chez nous. Je crois que les contacts ont été pris avec ces chefs de gouvernement et avec les responsables politiques. Je pense que ça mettra peut-être un peu de réflexion et permettra peut-être de prendre un peu de hauteur dans cette campagne. Éric Doligé, est-ce que la campagne est mise également entre parenthèses à l'UMP après ce dramatique accident ? Je ne peux pas vous le dire pour l'instant, mais il est normal que le chef du gouvernement, c'est une priorité, c'est dans la responsabilité du gouvernement de prendre un certain nombre de dispositions et de suivre très près ce drame qui vient de se produire. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux choses, mais c'est vrai que c'est dramatique et que ça doit tous nous toucher au niveau national et qu'on doit être en communion d'esprit avec nos amis espagnols et allemands et malheureusement peut-être d'autres pays qui seront concernés. Alors cette campagne d'entre-deux tours continue, néanmoins, il y a une sorte de cordon sanitaire qui est en train de se mettre en place autour du Front National. Est-ce que ça c'est la bonne stratégie selon vous, François Patriat ? Il ne s'agit pas de cordon sanitaire, il s'agit de choix idéologiques, de choix responsables de citoyens, de choix républicains. Moi quand je vois ce que déclarent les candidats du Front National sur le territoire que je connais un peu, la Bourgogne, et que j'entends leurs propos, que je lis leur programme, il ne s'agit pas de cordon sanitaire, il s'agit de savoir qui demain va gérer les départements. Comme le mot-clé dans notre pays aujourd'hui, c'est proximité, alors qu'il s'agit de candidats sans visage, qui sont des candidats qui font du nomadisme électoral, où est leur proximité? Donc le mot cordon sanitaire ne me paraît pas aujourd'hui le mot approprié, le mot respect des institutions, le mot respect des valeurs de la République me paraît être le vrai mot. Éric Doligé, alors on sait que la stratégie du Nini n'est pas suivie à la lettre dans tous les cantons. On a entendu dans le reportage de Jérôme Rabier, Nicolas Sarkozy était au groupe UMP aujourd'hui. Est-ce que cette stratégie est en train finalement de se déliter ? Non, je ne pense pas que la stratégie se délite. Il y en a une qui est claire, qui est ni Front National, ni gauche. Après, il y a des cas particuliers au plan local et chacun prend ses responsabilités en âme et conscience en fonction des situations. Je peux vous dire que dans mon département, j'ai 3 cantons en triangulaire où l'UMP ou le FN est en tête et où le PS est en 3e position et le PS reste systématiquement dans le cadre de ces 3 élections. Donc, vous savez, le Nini, il se produit également. Ça ne dépend pas tellement et toujours des annonces qui peuvent être faites au niveau national. Parfois, il y a des aménagements locaux et en l'occurrence, on a pu voir que dans mon département comme dans d'autres, eh bien, ou la gauche ou la droite, parfois, en raison de spécificités locales. Qui viennent du Parti socialiste et puis la réalité locale avec certains candidats PS qui ont décidé de maintenir leur candidat. C'est ce que nous décrit Éric Doligé dans son département du Loiret. Moi, je ne parle que du territoire que je connais bien. Dimanche soir, à la télévision, en Bourgogne, j'ai demandé au candidat socialiste de retirer sa candidature pour le 2e tour alors qu'il était en capacité de se maintenir parce qu'il y a danger d'élection d'un conseiller général Front National en Côte d'Or. Ce candidat s'est retiré mardi matin, comprenant les raisons tout à fait. Je souhaite que ce soit aujourd'hui le choix qui soit fait généralement. Pourquoi? Parce que Nini, est-ce que vous avez un bulletin Nini? Ça n'existe pas le bulletin Nini. C'est choisir. C'est-à-dire que si vous votez blanc et que vous pouvez faire passer un candidat du Front National, vous votez pour lui, en fin de compte. Donc, moi, je crois que le choix doit être clair. Il y a des gens qui défendent de vraies valeurs, les valeurs d'altérité, des valeurs d'humanisme, qui sont les choix républicains. On peut être opposé politiquement, mais les partager. D'autres ne font pas ces choix-là, proposent des programmes qui sont totalement incohérent à la fois avec l'économie et avec les valeurs humaines républicaines. Manuel Valls, quand il parle d'une faute morale, il a raison d'employer ce terme. Je ne fais pas de leçon de morale. Je trouve que c'est un choix de citoyen. Faute morale, a dit le Premier ministre. Faute morale et politique en décrivant la stratégie du Nini. Je pense qu'en risquant de faire élire des électeurs du Front National, le président du Conseil général de Côte d'Or dit aujourd'hui « c'est pas grave qu'il y ait un élu du Front National, parce qu'il ne veut pas gouverner. » C'est François Sauvadet, il dit il ne veut pas. C'est pas grave qu'il y en ait un, parce que s'il y avait un socialiste, ça menacerait ma majorité. Ça veut dire, je préfère avoir des élus du Front National dans ma majorité ou dans le Conseil régional, général, plutôt... On va faire réagir Éric Doligé, mais on va voir que François Sauvadet vous renvoie également la balle. Éric Doligé, sur cette question de faute morale et politique, c'est ce qu'a dit Manuel Valls. On sent que le ton monte entre le Premier ministre et Nicolas Sarkozy, justement, dans cet entre-deux-tours. Malheureusement, on a vu dans cette élection, il y a entre 25 et 30% selon les territoires, voire parfois plus, qui ont voté Front National.
ce sont des républicains, ce sont des gens qui vont aux élections, qui ont envie de se prononcer sur un certain nombre de sujets et qui font part de leur mécontentement, de leur ras-le-bol, de leurs difficultés. Ils veulent qu'on les écoute, parler de chômage, parler d'emploi, parler de... Et vous leur tendez la main à ces électeurs pour le second tour, Éric Doligé, ces bien électeurs sûr, non, mais qui ont voté Front National au premier tour? Les électeurs, il faut les convaincre de revenir chez nous. On n'a pas du tout les mêmes valeurs que le Front National. Je ne sais même pas quelles sont ces valeurs, mais en tout cas, on ne défend pas du tout la même chose que le Front National. Donc il est normal que ces électeurs reviennent un jour vers nous, voire vers la gauche, puisqu'un certain nombre sont partis de la gauche également, et peut-être que l'on n'est pas arrivé, ni la gauche ni la droite, à les convaincre de rester chez nous, parce qu'ils n'ont pas trouvé de réponse. Donc c'est de notre responsabilité. Ça constitue un réservoir responsabilité. de voix important pour vous, ces électeurs du Front National? C'est un réservoir de voix potentiel pour nous comme pour la gauche. Quand nous regardons et que nous analysons nos territoires, nous voyons que sur des bastions qui étaient très à gauche, qui étaient très communistes, moi j'avais 3 bastions communistes dans mon département, les 3 communistes ont été éliminés par le premier tour avec des scores du Front National très important et très choquant d'ailleurs. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu des transferts de l'un vers l'autre. Peut-être n'a-t-on pas fait notre travail politique comme il fallait le faire. Donc c'est à nous bien de nous reposer des questions et de les faire revenir vers la droite, bien évidemment, si l'on peut. Peut-être certains vers la gauche retourneront d'où ils venaient, mais c'est une anomalie aujourd'hui, mais c'est une anomalie dont on a la responsabilité. Donc pour moi, les électeurs, c'est ce qui est important. Le président ou la présidente du Front National, c'est pas mon problème. Et les cadres du Front National, ce n'est vraiment pas mon problème. Moi, ce sont les électeurs et répondre à leurs vrais problèmes qui sont les problèmes du quotidien et du terrain. Patria, c'est une anomalie, le Front National aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous refusez le tripartisme qui s'installe en France, le nouveau paysage politique? Non, mais c'est un phénomène qui est inquiétant. Que les choses soient claires. Que les élus politiques aujourd'hui et que l'ensemble des responsables aient du mal à endiguer le phénomène, c'est un constat aussi. Cette élection, c'est un échec pour la gauche. 54% des électeurs qui ont voté pour François Hollande ne sont pas allés voter. C'est là qu'il faut aller chercher les électeurs pour le second tour. C'est là, dire aux électeurs qui ont voté pour la gauche en 2012 qu'ils doivent retrouver ce chemin aujourd'hui parce que le chemin de l'espoir est là. L'éparpillement aussi de la gauche au premier tour est certainement responsable de sa défaite. Pardon ? L'éparpillement, la division de la gauche. Bien sûr. Alors, vous savez, on avait promis d'abord une grosse défaite. On avait promis que le Front National, on l'a dit pendant 2 mois, premier parti de France. C'était l'objectif de Mme Le Pen. Elle ne l'a pas atteint. On avait dit que les gens n'iront pas voter parce qu'ils ne comprennent pas la réforme. Parce que le nouveau redécoupage va les éloigner. Ils sont allés voter plus, 19% de plus par rapport à la dernière fois. Donc ils sont allés voter. Donc il y a une prise de conscience. Seulement, vous avez vu que ce scrutin, il s'est joué uniquement sur des enjeux nationaux. Uniquement, qui a regardé les programmes? Alors les gens qui sont allés voter, j'ai même un département où les gens sont allés voter pour un candidat qui est décédé. On se souvient que lors des dernières municipales, le Parti socialiste avait fait le choix de faire une campagne au niveau local et Jean-Marc Ayrault a dû démissionner, ça n'avait pas fonctionné non plus. Non, mais de tout temps, vous savez, les gens qui sont plutôt dans la majorité nationale disent c'est un scrutin local, parce qu'on sait bien que pour une majorité nationale, tous les scrutins intermédiaires sont difficiles, ils n'ont jamais été gagnés dans ce cas-là. Moi, j'ai profité, pour être élu président du Conseil régional de Bourgogne, d'un vote intermédiaire en 2004. J'en ai profité aussi en 2010. C'est la logique générale, parce qu'au scrutin intermédiaire, les électeurs se lâchent un petit peu. Ils se laissent aller, ils votent leur mécontentement, leur exaspération, ils le font. Ce scrutin-là n'a pas échappé à cette règle aujourd'hui, il n'a pas échappé. Il reste que... Je vois le département de Côte-d'Or où j'habite aujourd'hui, belle résistance en ville, résistance aussi dans les territoires ruraux. On peut résister si on explique aux gens, je crois que c'est un effort de pédagogie. Il y a une pédagogie à faire partout, au gouvernement et aux élections. François Patria souligne aussi ce problème de la mobilisation des électeurs, même si l'abstention est plus faible que prévu. Un électeur sur 2 ne s'est pas rendu aux urnes, là aussi. Vous prenez votre part de responsabilité? Bien sûr qu'on prend notre part de responsabilité. Vous savez, c'est pas nouveau. En 2011, ça avait été pire. Je crois qu'il y avait eu 44% de votants, donc 46% d'abstention. Alors que de tous les scrutins précédents, c'était pas si mauvais que ça. Au niveau des cantonales, c'était de l'ordre de 65-70% de participation. Donc il y a eu une chute assez vertigineuse et on remonte progressivement. Alors il est vrai que la campagne a pris un tour national. Bien évidemment, nous, sur le terrain, nous le regrettons. On aurait aimé pouvoir faire une campagne locale, mais on s'aperçoit que les électeurs vont vers des candidats qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de documents, qui n'ont pas de visage, et finalement, ils ont quand même 25 à 30%,
ce qui est décevant pour ceux qui se battent, qui ont mené des politiques, qui ont des programmes et qui ne sont pas écoutés. Ce qui explique que la campagne est partie au plan national. Et peut-être que ça a ramené quelques électeurs qui avaient des choses à dire contre le gouvernement et contre la politique en général. Donc c'est vrai que c'est un regret et que c'est un constat d'échec. Il faut que l'on arrive, nous, politiques, par nos politiques locales, à intéresser les électeurs. Mais aujourd'hui, ils sont polarisés sur le national, on le voit bien. Et ils ne font pas l'effort de venir s'intéresser aux problématiques locales. Mais lorsqu'il y en aura, ils sauront nous le reprocher. Donc nous nous battons sur le terrain pour expliquer à quoi servent les collèges, à quoi servent les routes, le social, etc., qui sont des vrais sujets du département. Du quotidien. Mais c'est vrai que nous ne pouvons avoir qu'une déception. Bien sûr, on a gagné à l'UMP, enfin la droite en général, donc on est content. Mais on ne peut pas se contenter de se dire à la limite, j'ai gagné ou je vais peut-être gagner largement, mais de gagner avec 50%. Donc il faut améliorer les choses. En tous les cas, François Patriat, on voit bien, que droite et gauche se renvoient la balle sur cette question du Front National, se renvoient la responsabilité si le Front National arrive à conquérir 1 ou 2 départements dimanche prochain, puisque je reprends les propos aussi de François Sauvadet dans votre département qui vous accuse, qui accuse le Parti Socialiste d'être responsable de cette montée du Front National. Oui, moi je n'accuse personne. Je crois que c'est l'ensemble des hommes politiques qui vont faire leur mea culpa devant l'incapacité où ils sont parfois de ne pas répondre aux attentes réelles des Françaises et des Français. Mais avouez que quand un citoyen qui vote parfois Front National, et moi je n'accuse pas les électeurs. Vous aussi, vous leur tournez la main, ces électeurs? Je pense que ces mêmes électeurs sont ceux qui connaissent leur conseiller général, qui connaissent leur maire, qui connaissent leur conseiller régional, qui vont les voir pour leur dossier. Mais ils sont aujourd'hui pris dans la problématique nationale du chômage, qui est la problématique de la récession, mais avouez aussi que pour ce gouvernement que je soutiens, avoir une France qui est en faillite, et ça ne date pas de 4 ans ou 5 ans, aujourd'hui, Fillon l'avait dit, et avec une croissance zéro, rappelez-vous que ça n'est jamais arrivé à aucun gouvernement. Aucun gouvernement n'a eu une croissance zéro. C'est-à-dire que c'est pendant ces 2 ans, croissance zéro pour la France, à la veille de la récession, comment dans le même temps arriver à libérer un certain nombre de projets sociaux, dans le même temps redresser les comptes de la nation, en même temps renverser le chômage. Je crois que le gouvernement, on va le voir dans les mois qui viennent. On ne promet pas éternellement des futurs bons chiffres, mais je crois que dans les mois qui viennent, il y aura une amélioration de la situation qui sera le fruit des efforts qui ont été engagés et des réformes que nous mettons en place. Éric Doligé, là aussi, je vous pose la même question sur cette balle qui est prise au rebond entre l'UMP et le PS sur la montée du Front National. Sur toute la première partie de François Patriat, moi je suis tout à fait d'accord. Bon, sur la deuxième partie, un peu moins en ce qui concerne le gouvernement, mais ça, c'est notre grande différence. Le contexte économique joue forcément dans une élection. Alors, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une confiance dans la mesure où, si on se rappelle le début du processus des départementales que nous connaissons aujourd'hui, qui a commencé en 2013 et 2014, avec la suppression des départements, la perte de compétences des départements. Ils ont sauvé leur peau, finalement, les départements, au moins jusqu'en 2021. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des départements qu'on ne supprime plus et avec des compétences qui sont pratiquement les mêmes que celles que nous avions avant. Donc l'électeur est aussi un peu déboussolé et se pose des questions sur la capacité du gouvernement et des politiques à mener une politique, et une politique qui soit claire, de limitation du millefeuille. En réalité, le millefeuille s'est augmenté d'une feuille récemment avec encore une nouvelle strate qui vient d'apparaître dans la loi. Donc, globalement, l'électeur est déboussolé. Donc, déboussolé, eh bien, il va malheureusement trop souvent dans les extrêmes quand on rajoute le chômage, etc. Et c'est donc que les politiques de gouvernement et les politiques potentiellement de gouvernement ont un gros boulot à faire pour récupérer ces électeurs. On a posé la question à notre partenaire l'Obs.com. Les internautes devaient répondre à cette question. Allez-vous respecter les consignes de vote de votre parti? Les internautes ont répondu non à 68%, oui à 24% sur 192 votants. C'est la fin de cette édition, c'est la fin de ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi à 22 h. Sonia Mabrouk, bonne soirée et à demain.